Bonjour et bienvenue dans la vie des diocèses. En début d'année, Monseigneur Jean-Pierre Vuillemin a été nommé par le pape François évêque auxiliaire de Metz. Cela faisait près d'un demi-siècle qu'il n'y en avait pas eu en Moselle. Nous irons à sa rencontre. L'ordination épiscopale s'est tenue comme il se doit à la cathédrale Saint-Étienne de Metz, un édifice magnifique qui fêtera ses 800 ans l'an prochain. Et la préparation de ce jubilé a d'ores et déjà commencé. Nous parlerons aussi du nouvel institut de formation théologique Saint-Nicolas, ouvert pour la formation des séminaristes et des laïcs en lien avec les autres diocèses de Lorraine. Et nous avons la joie d'accueillir aujourd'hui Monseigneur Laglaise. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Monseigneur, en quelques mots, ce diocèse de Metz, est-ce que vous pouvez nous le présenter pour qu'on sache sur quel territoire on se situe? Géographiquement, le diocèse de Metz est à l'est de la France, frontalier du Luxembourg et de l'Allemagne, ce qui lui donne une tonalité particulière et agréable, cette dynamique transfrontalière. C'est 1 million, presque 100 000 habitants. Donc c'est pas un petit diocèse. C'est un diocèse qui a la particularité avec Strasbourg d'être concordataire, lié à une période de l'histoire. Un diocèse qui a été aussi fortement marqué par des périodes de l'histoire à la fois, je dirais, glorieuses et difficiles. Un diocèse qui a été meurtri par des crises et qui se donne les moyens de s'en sortir. Donc c'est la fermeture des mines, de la sidérurgie. Un diocèse encore majoritairement catholique, qui a encore plus de 300 prêtres vivants, dont 190 en activité, un beau dynamisme de l'Église catholique en Moselle. La vie de l'Église. Et on peut dire, pour certains aspects, je pense à tout ce qui est solidarité, charité, marqué par le christianisme social allemand, qui est né dans la première annexion. Alors Monseigneur, on parlera bien sûr de toutes ces choses-là dans notre émission. Vous-même, vous êtes évêque de Metz depuis 2013 et pour vous assister dans cette mission, vous avez accueilli un nouvel évêque auxiliaire. Il s'agit de Monseigneur Jean-Pierre Vuillemin qui a été nommé par le pape François le 8 janvier dernier et ordonné en la cathédrale de Metz le 3 février. Notre journaliste Ophélie Marien est partie à sa rencontre. Oui, j'accepte cette charge au service du peuple de Dieu. C'était il y a 2 mois. Monseigneur Jean-Pierre Vuillemin était ordonné évêque auxiliaire de Metz. Le nouvel arrivant est déjà au travail. Jean-Pierre, ça se passe bien? Ça se passe très bien, nous sommes tous réunis. Le timing est pour l'instant tenu. Tout le monde. L'évêque, Monseigneur Jean-Christophe Laglaise, lui a demandé de coordonner le projet pour une conversion pastorale et missionnaire de l'Église en Moselle. Aujourd'hui, toute l'équipe pilote de ce projet se retrouve. Cette équipe se réunit aujourd'hui pour la première fois. Nous faisons connaissance. Nous avons pris le temps de prier, de méditer la parole de Dieu. Nous avons pris le temps aussi de réagir à la perspective de ce projet missionnaire. Comment chacun se situe dans la perspective de ce projet missionnaire. Et puis nous allons approfondir notre connaissance de ce projet. C'est une équipe dynamique qui porte un dynamisme spirituel et missionnaire. Et j'aurai peut-être à marcher déjà avec cette équipe, de temps en temps à être devant, de temps en temps à être au milieu de l'équipe, et parfois aussi être un peu derrière pour avoir le souci de ceux qui ont du mal à se mettre en route. Donc dans cette équipe, j'aurai vraiment la mission de pasteur. Ce pasteur était très attendu dans le diocèse. Il n'y avait pas eu d'évêque auxiliaire à Metz depuis 1975. Monseigneur Laglaise avait exprimé son souhait d'avoir un évêque auxiliaire justement pour le soulager. Il doit faire attention à sa santé. Quand on est évêque d'un gros diocèse comme celui de Metz, la charge de travail est quand même très importante. Que nous partagions ce que nous avons reçu. Ce qui n'est pas partagé est perdu. Pour les membres de l'équipe pastorale, l'arrivée de Monseigneur Vuillemin est une bonne nouvelle. À travers ce groupe, l'évêque découvre aussi la diversité de son diocèse. Surtout, nous permettons de donner un visage à notre diocèse, en tout cas pour cette mission. Nous nous retrouvons, hommes, femmes, prêtres, laïcs, parents, célibataires. C'est vraiment une équipe qui est vraiment multiple autour de notre évêque auxiliaire, que nous avons beaucoup de joie à découvrir, à rencontrer. Et je pense que nous avons tous pu mesurer sa douceur, sa pondérance, sa grande capacité d'écoute.
Après le temps de la découverte, il faudra trouver des applications concrètes à ce projet qui sera définitivement promulgué en décembre 2020. Alors, Monseigneur, cette ordination de Monseigneur Vuillemin, ça a été le grand événement, on va dire, du début d'année dans le diocèse. Grand événement, oui. Donc, vous l'avez souligné dans le reportage, quasiment un demi-siècle, il n'y avait pas eu d'évêque auxiliaire. Et la dernière ordination d'un évêque à la cathédrale de Metz, c'est l'ordination de mon prédécesseur, Monseigneur Raffin, en 87, puisque moi j'avais déjà j'étais ordonné évêque à Valence, quand j'étais nommé évêque de Valence en 2002. Donc, pour le diocèse, c'était l'arrivée de l'auxiliaire qu'on espérait. Bon, mais les procédures liées, entre autres, aux démarches concordataires sont un petit peu longues. Et puis, voilà un beau moment pour l'Église diocésaine, un beau moment aussi pour Monseigneur Vuillemin, c'est pas rien d'être ordonné évêque, et aussi un très beau moment pour moi. Ouais. Alors, on l'a entendu, Monseigneur Vuillemin parle des raisons de santé qui sont les vôtres pour vous assister. Oui. Au-delà de ça, est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles vous avez souhaité demander un évêque auxiliaire pour vous assister? Alors, Monseigneur Vuillemin le souligne, le diocèse de Metz, et dans la présentation, c'est quand même un diocèse important. Il y avait certes des problèmes de santé et les services de cardiologie m'avaient dit de ralentir un peu le rythme. Il y avait la mise en œuvre du projet pastoral et déjà les 2 vicaires généraux étaient suffisamment occupés et bien occupés, ainsi que tous les collaborateurs. Il me semblait important de pouvoir compter sur quelqu'un qui se consacre, j'ai envie de dire, à la mise en œuvre du projet pastoral et en même temps de donner du temps pour l'accompagnement des prêtres en activité et aussi de nos confrères qui sont retraités ou malades. Monseigneur, justement, de cette réforme pastorale, on va en parler. Elle a été engagée l'an dernier. Elle le sera pour 2 ans, on va dire, ad experimentum, oui. Avant un décret des orientations définitifs, donc en fin d'année 2019. Oui, alors ça s'enracine même dès 2014, parce que je suis installé à Metz en novembre 2013. Je fais une visite pastorale, faire un peu le point sur la mise en œuvre du projet catéchétique. Et là, en entendant à la fois les prêtres et les équipes d'animation pastorale, il me semblait important d'engager un travail de fond et de préparer aussi le diocèse. Pour le moment, on a encore des forces vives énormes, et comme partout, ça va en s'amenuisant quand même. Donc il faut aussi, je dirais, anticiper une manière de vivre en Église. Et donc nous avons pris 2 ans de travail avec les prêtres, avec le conseil presbytéral, le conseil pastoral diocésain et tout. Ça tombe pas comme ça, je dirais, de la tête de l'évêque ou de ses collaborateurs. Non, il y a vraiment eu un travail de mise en œuvre et tout ça. Et là, au lieu de dire, écoutez, maintenant c'est comme ça, on se donne encore 2 ans pour voir s'il y a des ajustements à faire. Et donc ce sera la tâche numéro 1, on va dire, de Monseigneur Vuillemin. De Monseigneur Vuillemin, avec cette équipe que j'ai nommée, donc, qui attendait, elle aussi, puisqu'elle avait été nommée il y a déjà longtemps, et elle attendait que la nomination d'évêque auxiliaire. Monseigneur, quels sont les besoins? Pourquoi cette réforme, justement, que vous avez souhaitée? La réforme, elle vient, le diocèse est encore, il y a encore un nombre de prêtres important, ce qui permet d'avoir une proximité des prêtres, je dirais, alors ça va dépendre. Je pense au Pays du Saulnois, je pense qu'il est 1,5 pour 50 et quelques communes. Quand on est dans les coins de Thionville, à Gondange ou autres, Sarreguemines, des grosses agglomérations. Bon, alors en même temps, le nombre de prêtres ne va pas aller en augmentant. Actuellement, il n'y a que 2 propédeutes pour le diocèse de Metz. Et il y a des laïcs formés, tout ça. Et donc, c'est avoir la joie que les prêtres travaillent plus ensemble, peut-être sur des secteurs plus larges, et que les laïcs soient associés d'une manière active à la mission pastorale. Ils le sont déjà, mais il nous faut passer à une échelle supérieure.
Monseigneur Villemain dit voilà, il faut parfois être devant, au milieu, derrière. C'est un peu ça la vie d'évêque. Voilà, il faut mener, être au milieu du troupeau, parfois pousser. Vous le ressentez aussi un petit peu comme ça? Oui, alors j'avais dans l'homélie pour l'ordination épiscopale, j'avais repris ce passage du pape François dans la joie de l'Évangile. Je crois que Monseigneur Villemain a très bien écouté ce que j'ai dit pendant l'homélie. Mais j'ai envie de dire, la mission de l'évêque, c'est pas d'être tout le temps devant. Parce que, le peuple de Dieu a aussi, comme dit le pape, un flair pour trouver aussi des chemins nouveaux. De temps en temps, l'évêque doit être au milieu. J'ai rappelé aussi que l'évêque, on est d'abord un baptisé, on est encore des prêtres, et puis on est évêque. Et puis, de temps en temps, il faut être un peu derrière pour rassembler, assurer la communion et pousser. Monseigneur, on a aperçu aussi cet équilibre aussi dans l'équipe qui va aider Monseigneur Villemain aussi à mener à bien cette réforme. Comment finalement cette équipe a été constituée? On voit qu'il y a des laïcs, il y a Monseigneur Villemain. L'équipe, dont je souhaitais, je l'avais dit dès le départ, que l'évêque auxiliaire serait un petit peu l'animateur, le coordinateur de l'équipe. Et j'ai voulu très rapidement avoir la parité. Je l'avais déjà appliqué quand j'étais évêque de Valence, mais ça doit être mon héritage de 20 années dans la catéchèse, avant d'être évêque. On ne peut pas se priver, je dirais, de l'ensemble de l'humanité. Il y a des hommes et des femmes. Alors ensuite, avec le conseil épiscopal, en consultant ici ou là, il nous fallait trouver des personnes diversement engagées, avec des profils très différents, je dirais des Mosellans pure souche, des personnes qui arrivent de l'extérieur, parce que l'attrait du Luxembourg ou du travail en Allemagne fait qu'il y a aussi des mouvements de population qui viennent, comme on dit, de la France de l'intérieur, donc il fallait aussi. Des prêtres diversement, ils sont 3 prêtres, un qui vient donc d'un pays d'Afrique qui est religieux, un prêtre qui a une belle expérience à la fois de curé dans l'action catholique ou autre, un prêtre plus jeune, voilà. Des mères de famille, des personnes, voilà. Donc un bon alliage un très bon alliage. Ouais. Alors Monseigneur, ce bon alliage, on le trouve aussi à l'Institut de formation théologique Saint-Nicolas à Metz, un institut qui a ouvert en lien avec les 3 autres diocèses de Lorraine, à savoir Nancy, Saint-Dié et Verdun, et destiné aux séminaristes comme aux laïcs. On écoute. Je pense qu'une des spécificités, c'est d'une part de permettre, ce qui fait le cœur déjà de la formation des séminaristes, de permettre que cette formation-là soit ouverte à des laïcs, soit ouverte à des futurs diacres, et que ensemble ils entendent un enseignement qui va être commun. Non pas que la formation ne soit pas différenciée, mais en même temps, ils participent ensemble à des cours, et c'est là déjà une manière de créer des relations saines selon le modèle de Vatican II entre des futurs clercs et puis des laïcs ou des laïcs engagés. Et d'autre part, je pense que l'aspect intéressant de notre projet, c'est la pédagogie, à savoir que, bien sûr, il y a de l'enseignement fondamental et sous une forme magistrale, mais il y a aussi énormément de travail en atelier, de travaux dirigés qui permettent en fait une participation et un approfondissement plus réel des personnes. Bien, ça permet des contacts, des liens, de se connaître, de travailler ensemble, et ça permet aux séminaristes aussi d'être liés au questionnement des laïcs en exercice, des candidats au diaconat permanent. Il y a vraiment un partage des questions, ça me semble vraiment important. Ensemble, on chante les offices, on célèbre la messe. Voilà, il n'y a pas seulement une dynamique intellectuelle, il y a vraiment une dynamique de vie chrétienne ensemble. Monseigneur, quelle place cet Institut Saint-Nicolas est-il destiné à prendre dans toute la Lorraine ? C'est un nouveau-né, puisque nous l'avons inauguré en septembre. Il est appelé à prendre une place importante, avec, dans l'objectif aussi de la mise en œuvre, qu'au moins les sessions de rentrée et d'évaluation aient lieu dans un autre diocèse que celui de Metz. Il y avait une facilité, on avait les locaux et tout. Donc, les 4 évêques de Lorraine, maintenant les 5, puisque Monseigneur Villemain nous a rejoints, nous avons une grande espérance sur cet institut. Comme l'a souligné et la directrice et le recteur du Grand Séminaire, il y a aussi cette émulation, parce qu'il y a les futurs prêtres, il y a la formation des futurs diacres et de leurs épouses,
et puis la formation des laïcs qui prendront des responsabilités au niveau, je dirais, local ou au niveau diocésain. Ah, c'est intéressant parce qu'on entend Sophie Gall qui affirme que la présence de séminaristes et de laïcs permet de créer des relations saines. Alors, le choix du mot interpelle un petit peu. En quoi le fait que des futurs prêtres et des laïcs étudient ensemble leur permet de vivre des relations plus saines? J'aurais envie de vous dire, il faudrait interroger Sophie Gall pour savoir qu'est-ce qu'elle met derrière ce mot, mais on peut le comprendre. C'est-à-dire, on ne peut plus se former dans l'Église comme dans la société en silo. C'est-à-dire les futurs prêtres ensemble, les futurs diacres ensemble, les laïcs qui auront des responsabilités ensemble. Il nous faut vraiment, voilà. Nous sommes appelés ensuite, pour le service de la mission, à être ensemble, hein, et à porter ensemble, je dirais, la bonne nouvelle, pour reprendre l'expression du pape, aux périphéries. Donc, si déjà au départ, on apprend à travailler ensemble, à réfléchir ensemble, à prier ensemble, ça sera beaucoup plus facile ensuite. Déjà, je me rappelle au grand séminaire, en second cycle, quand j'étais à Orléans, on avait des laïcs avec nous pour certains cours. Et dans ma vie de prêtre, j'ai toujours été avec des laïcs. Et j'en ai toujours été très heureux. Donc, c'est une bonne formation pour nos séminaristes, pour nos futurs diacres, et aussi pour les laïcs, de pouvoir se former ensemble. C'est une manière de lutter contre le cléricalisme, hein, dont on sait que le pape François a fait son ennemi numéro 1, on peut dire. Oui, il en a plusieurs ennemis numéro 1. Ouais. Bon, mais le cléricalisme en fait partie. Oui, place. Effectivement. Hein. C'est comment s'apprécier les uns les autres dans notre vocation baptismale. Hein. Et ensuite, suivant les appels que nous recevons du Seigneur, eh bien, nous allons servir la mission du Christ par des voies, mais ensemble. Monseigneur, sur un territoire concordataire, est-ce que la mentalité cléricale peut être plus importante ou pas? Qu'est-ce que vous constatez de cela? C'est une question délicate. Hein. Il ne faut pas non plus, je dirais, idéaliser la situation concordataire. Elle a d'énormes avantages, elle a aussi des inconvénients. Ensuite, je pense que dans les diocèses, où il y a eu un clergé extrêmement nombreux, bien formé et tout, il y avait, Monseigneur Villemain en parlait l'autre jour à la réunion des curés, un encadrement général. Hein. Aujourd'hui, eh bien, nous ne pouvons plus concevoir notre mission de prêtre, et pour moi ma mission d'évêque, sans avoir l'ensemble des baptisés. Et je reviens à ce que dit le pape François, il y a un flair du peuple de Dieu pour ouvrir aussi des chemins nouveaux, et aujourd'hui on ne peut pas s'en priver. Donc là, c'est une vigilance que nous avons à avoir les uns et les autres, et je le rappelais il y a quelques jours à l'ensemble des curés, puisque nous avions une rencontre, comment nous avons à veiller fraternellement les uns sur les autres pour, je dirais, éviter ces abus divers, que ce soit le cléricalisme ou... Et ça, c'est une nouvelle culture, on va dire, à insuffler dans le clergé ou même chez les fidèles? Nouvelle culture, je ne sais pas, parce que je pense que c'est un point d'intention qui remonte à très loin. N'oublions pas quand même qu'il y a plus de 50 ans, il y a eu un concile. Hein, et où le concile, entre autres dans la Constitution sur l'Église, vient rappeler. Je me rappelle avoir travaillé tout ça sur comment les appellations diverses de l'Église, hein, peuple de Dieu, vigne du Seigneur et tout, que Benoît XVI avait repris quand il est arrivé sur le balcon le jour de son élection. Alors, il y a le concile et il y a l'application. Alors, il y a le concile et l'application, nous sommes encore dedans, hein, et c'est pas fini. Hein, mais non, c'est une vraie richesse, et oui, par certains aspects, pour reprendre un peu l'expression de Sophie Gall, un assainissement. Monseigneur, on va aborder un autre grand événement qui se profile. Je parle bien sûr des 800 ans de la cathédrale Saint-Étienne de Metz qui sera célébrée en 2020. La préparation de ce jubilé a d'ores et déjà commencé et permet la collaboration de nombreux acteurs de la vie en Moselle. Église catholique, pouvoir public, monde de la culture, chacun apporte sa pierre à l'édifice dans un bouillonnement d'idées et d'initiatives. C'est ce que nous explique le chanoine de la cathédrale.
Tout le monde veut faire quelque chose, une exposition, on veut faire des pèlerinages, dimension pastorale, on veut faire des concerts, on veut faire toutes sortes d'activités qui vont entraîner tout le diocèse et en fait tous les, on dirait même les pouvoirs publics finalement qui vont intervenir. La préfecture est sur le coup, le théâtre, le conservatoire, tout le monde est en effervescence. On a habituellement des concerts, mais là, on aura des concerts exceptionnels. Ça risque d'être impressionnant, de beauté et de spiritualité, puisque la musique, normalement, élève. Et notre cathédrale est très haute et elle vous oblige, quand vous y rentrez, à lever les yeux vers le ciel. C'est la lanterne du bon Dieu. Donc, même la mairie, même le théâtre, etc., tiennent compte que c'est un bâtiment extraordinairement spirituel et qui a rassemblé pendant des siècles et des siècles de l'histoire de Metz, qui a rassemblé tout le peuple de Metz. Notre obsession, c'est de dire la cathédrale n'est pas un musée, c'est un lieu de vie spirituelle. Alors, Monseigneur, c'est 800 ans. C'est une vraie occasion de rapprochement entre tous les acteurs de la société en Moselle. Rapprochement, non, parce qu'il y a de bonnes collaborations depuis très longtemps, mais c'est un plaisir de travailler ensemble sur un projet quand même extraordinaire. Alors nous avons régulièrement, à peu près tous les 2 mois, une réunion en préfecture avec le préfet. Alors là, tous les organismes de la DARAC, l'architecte, des bâtiments de France, la Cité de la musique et tout. Alors nous élaborons un calendrier et il y a vraiment de beaux projets. Là, j'invite tous les téléspectateurs de KTO à venir à Metz à partir du 8 décembre 2019. L'invitation est lancée. Alors, on entend le père de Backer qui nous dit que ça reste un lieu spirituel, c'est pas un musée, c'est un lieu de vie. Est-ce que tout le monde est sur la même longueur d'onde? Ou est-ce que, pour le formuler autrement et pour reprendre son expression, est-ce que tout le monde regarde vers le ciel? J'ai envie de dire oui. C'est très intéressant quand on est dans cette grande réunion à la préfecture. Le préfet, c'est Monseigneur. Alors voilà, j'ai un peu... je ne veux pas dire que j'ai le mot de la fin, parce que l'État a quand même en partie les financements, mais il y a quand même ce souci que l'on reste bien dans une démarche à la fois culturelle et cultuelle. Il y a même des initiatives, il y aura une cuvée de vin de Moselle pour les 800 ans, il y a des pâtissiers qui veulent aussi faire des choses. On est quand même aussi en Moselle l'un des hauts lieux du travail du cristal et du verre. Donc il y a aussi le projet d'un objet un peu symbolique, soufflé. On appelle la cathédrale de Metz la lanterne du bon Dieu, puisque c'est la cathédrale médiévale au monde, je crois, qui a le plus de surface de vitraux. Donc là aussi, dans une thématique d'une lanterne qui sera reproduite au niveau des paroisses ou des archiprêtrés. Enfin, vraiment. Et est-ce que vous arrivez à concilier finalement toutes les attentes qu'il y a de part et d'autre, si je puis dire, sur cet événement? Nous essayons, parce que le problème quand on lance une affaire comme ça, c'est où tout le monde reste dans son coin, je parlais de silos tout à l'heure, on reste dans les silos, ou alors tout le monde se met ensemble, alors là c'est un bouquet magnifique, c'est même un feu d'artifice. C'est plutôt ce qui s'annonce. Alors là on est plutôt dans le feu d'artifice, mais maîtrisé. D'accord. Monseigneur, est-ce que vous souhaitez aussi faire de ces 800 ans un événement missionnaire? Tout à fait, puisque nous avons en prévision à la fois des pèlerinages, donc là le chapitre est en train de travailler sur une proposition d'une journée avec découverte de différents lieux de la ville, puisque c'est quand même une ville extrêmement riche dans l'histoire et l'histoire religieuse. Donc des pèlerinages, et nous aurons aussi, j'ai demandé que l'on ait une exposition qui peut être dans le diocèse sur les grandes figures de sainteté qui ont irrigué le diocèse de Metz, et je dirais, nous n'en manquons pas. À la fois saint ou bienheureux, et puis nous avons quand même la figure de Robert Schumann. J'ai eu la joie de déposer le mois dernier sa positio à la Congrégation de la cause des saints. Nous avons 2 autres figures de laïcs, une mère de famille et un médecin, on peut dire un des fondateurs de la gynécologie au XIXe siècle. Donc de belles figures. Voilà. Ils ont été témoins de l'Évangile, ces hommes et ces femmes, à un moment donné de l'histoire du diocèse.
Nous, aujourd'hui, de prendre le relais, c'est à nous qu'est confiée cette mission. Monseigneur, est-ce que cet événement a aussi son rôle à jouer dans tout ce projet de conversion pastorale et missionnaire dont vous nous parliez dans la première partie de cette émission? Tout à fait, parce que dans le document que j'ai promulgué le 24 juin donc, 2018, je dis bien que l'équipe d'accompagnement et de suivi verra s'il y a des ajustements à faire, tout ça, et ce projet missionnaire et pastoral pour notre diocèse sera promulgué définitivement à la clôture du jubilé, donc le 8 décembre 2020. Et qu'est-ce que ça dit, ça, cette concordance des dates? Bon, bien sûr, il y a l'événement en tant que tel. Ça dit qu'il y a à la fois l'église de Pierre, cette cathédrale magnifique, enfin de pierre et de verre, qui est là, qui est le témoin de la foi, je dirais, des Mosellans. Et c'est pas parce qu'on clôture le jubilé que ça s'arrête. Parce qu'il n'y a d'église de pierre que s'il y a une église faite d'hommes et de femmes. Donc, je reprends Saint-Pierre avec les pierres vivantes. Donc, c'est comment marquer que l'importance de l'église de Pierre n'est qu'une conséquence du dynamisme de l'église de pierre vivante. Un grand merci, Monseigneur, d'avoir accepté notre invitation. Et merci à tous pour votre fidélité. Toutes les actualités de l'Église catholique en Moselle sont à retrouver sur le site internet du diocèse qui s'affiche en bas de vos écrans. Et vous retrouverez, comme d'habitude, cette émission sur le site de KTO. N'hésitez pas à la partager largement autour de vous sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine. Au revoir.